J'ai pas vu ça. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié aux startups Deep Tech, aux entrepreneurs de la Deep Tech et aux problèmes de trésorerie que vous rencontrez dans cette période de crise Covid-19. Donc, je suis Pascale Ribon, je suis la directrice du programme Deep Tech au sein de BPI France. Et ce matin, nous avons avec nous des experts du soutien aux startups Deep Tech. Alors, je vais passer ma diapo, voilà. Donc, Emmanuel Audouard, qui est directeur d'investissement et qui est le grand prêtre du French Tech Bridge. Florent Genoux, délégué innovation sur Paris, et Emmanuel Schneider, qui est délégué innovation sur Grenoble. Dans cette période difficile, BPI France a… Alors, hop, n'allons pas trop vite. Voilà, donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs à destination de l'ensemble du… Je ne sais pas qui touche. Hop, hop, et hop. Voilà, donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs à destination de l'ensemble des entreprises. Mais ce qu'on a souhaité, c'est très massif, les aides qui sont mises en place. Notre souci, c'était de ne pas oublier le soutien très spécifique et les besoins très spécifiques des startups et en particulier des startups Deep Tech. L'écosystème des startups Deep Tech, c'est un écosystème qui était très dynamique avant la crise et dont on pense qu'il a toutes les capacités pour être très dynamique dès qu'on va sortir cette période de confinement. Et c'est aussi l'écosystème finalement qui construit l'avenir, puisque c'est au travers de ces innovations qu'on trouvera les solutions aux problèmes de société qui sont les nôtres. Et je pense qu'après cette crise, nos sociétés ne seront plus exactement les mêmes. Et donc, on va avoir besoin de vous. Voilà, donc ce webinaire, c'est le premier d'une série qui est consacrée aux startups Deep Tech. Pendant cette période, on va être auprès de vous, mais j'y reviendrai à la fin pour vous aider, répondre à vos besoins et puis resserrer le lien entre vous, puisque dans cette période-là, ça va être un petit peu difficile. Voilà, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet de ce qui est la thématique d'aujourd'hui et je vais donc laisser la parole… je ne sais plus si c'est Florent ou Emmanuel qui démarre. Je crois que c'est moi. Bon, ben, Florent, à toi. Bon, bonjour à tous et merci pour l'introduction, Pascal. Les difficultés liées à la crise, effectivement, dans le cas des startups dites de la Deep Tech, on est souvent sur des sociétés qui sont sur des profils plutôt très capitalistiques et des délais d'accès au marché plutôt longs. Donc la crise va pas forcément avoir un impact en termes de perte d'activité, de perte de chiffre d'affaires, parce que généralement vous êtes encore en amont finalement de la commercialisation. En revanche, vu qu'on s'adresse à une typologie de projets qui sont capitalistiques par nature et qui donc consomment du cash, si on peut dire, pour des besoins de développement élevés, ce qui peut poser problème. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est souvent un décalage typiquement des levées de fonds, qui sont le carburant dont ce type de société a besoin pour fonctionner quand elles sont en phase de développement massif. Donc des levées de fonds qui sont décalées ou arrêtées ou en tout cas plus incertaines et donc des problèmes de trésorerie qui se présentent beaucoup plus rapidement qu'anticipés. On constate aussi d'autres difficultés, typiquement tout ce qui est expérimentation, preuve de concept, etc., qui sont mises à l'arrêt tout simplement parce que les partenaires de ce type de projet sont en stand-by. Donc au-delà de la problématique de cash, il y a une problématique de délai finalement des temps de développement qui s'allongent. Et puis aussi d'autres problématiques, même pour celles qui n'ont pas de problème de cash, c'est typiquement pour des startups qui viendraient de faire un tour de table, des difficultés à recruter, à faire l'onboarding des collaborateurs, ou tout simplement à accéder à des équipements ou des infrastructures. Typiquement les universités, par exemple, les laboratoires sont fermés, etc., ou des démonstrateurs. Voilà, donc ça, c'est assez spécial. Ce sont des problématiques qui sont un peu différentes des entreprises traditionnelles ou même des startups non deep tech, si on peut dire, puisque le problème n'est pas vraiment lié à la baisse de l'activité commerciale. Donc, on a une série de mesures à proposer à ce type de société qui parfois sont les mêmes que celles qu'on propose à d'autres typologies de clients
mais certaines qui sont probablement plus adaptées pour vous et qui vont être passées en revue juste après. Alors du coup, effectivement, BPI France a composé un plan qu'on appelle globalement French Tech Bridge avec un dispositif dédié dont on parlera tout à l'heure. Il faut savoir que l'ambition du plan est de permettre à la majorité ou l'écrasante majorité des startups de survivre à la phase actuelle et d'atteindre le mieux possible le début d'année prochaine, soit pour reprendre la croissance pour les sociétés qui faisaient du chiffre d'affaires avant, ou alors reprendre à minima une dynamique de levée de fonds pour celles qui en ont besoin, en particulier les projets deep tech dont Florent vient de parler. Donc cette stratégie vient, au-delà des dispositifs dont on va parler, à mettre autour de la table toutes les parties prenantes autour des projets, notamment pour ce qui concerne sa viabilité financière, qui sont l'entrepreneur ou les entrepreneurs à l'origine du projet, les banquiers de la société, les investisseurs et nous, BPI France. Donc l'objectif, et on va vous expliquer quels sont les différents leviers disponibles, c'est de vous inciter à aller voir vos banquiers, vos investisseurs et également nous pour qu'on trouve pour chaque cas, et vous verrez qu'il y a une certaine diversité de situations possibles, la meilleure ou les meilleures solutions possibles selon la situation de chacun. Et c'est ça qu'on va vous présenter tout de suite. Il faut savoir que notre plan, globalement, a différents piliers sur lesquels on va revenir. Le premier, ça va être un soutien renforcé en haut de bilan dont vous parlera Emmanuel. Le lancement d'une offre de financement adaptée, un volet aide à innovation et aussi, et ça il ne faut pas l'oublier puisqu'on a cette question souvent, la poursuite de nos activités historiques. Parce que certes, on va parler, ça va être l'essentiel du point d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on va continuer à mener à bien l'ensemble de nos activités historiques, notamment toutes celles dont vous avez déjà entendu dans le plan Deep Tech, ce qui concerne les aides à l'innovation ou d'autres accompagnements. Et ça, puisqu'on a cette question-là, que ce soit en activité de création ou après, on va continuer de le faire même en temps de crise. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur le fait qu'on va se concentrer que sur les entreprises qui ont des tensions de trésorerie. On continue à mener à bien l'intégralité de nos activités. Alors du coup, on souhaitait vous rappeler tout d'abord les mesures mises en place par l'État dans le cadre aussi, parce que c'est d'abord celle-ci qu'il faudra, avant d'aller voir vos partenaires, activer. Donc pour rappel, même si vous trouvez des FAQ en ligne qui sont plutôt bien faites et notamment un lien qu'on va vous donner à la fin, je vais juste vous les rappeler ici pour information. Donc vous pouvez demander des délais de paiement allongés pour vos échéances fiscales et sociales, impôts, URSSAF, etc. Vous pouvez également avoir des remises d'impôts directes dans certains cas. On vous invite également à faire appel si besoin au dispositif de chômage partiel. Et si besoin, on va y revenir dans les questions, il convient aussi, si vous avez des soucis avec vos banques en termes pour les PGE notamment, de faire appel au médiateur du crédit. Puisque, comme vous le savez, et on va en parler, le PGE n'est pas opéré directement par BPI France, mais par vos banques partenaires, et c'est celles-ci qu'il faut aller voir. Mais dans certains cas, si vous estimez être éligible et que vous avez des refus, vous pouvez solliciter la médiation du crédit pour trouver une solution adaptée. Et enfin, et on en parlera ensuite rapidement, sur ce qui est des différents crédits d'impôt, vous pouvez demander des remboursements accélérés, mais on y reviendra. Mais tout d'abord, on va vous parler des dispositifs BPI France spécifiques et je repasse la main à Florent. Oui. Alors, la première remarque, c'est dans bien des cas, les dispositifs traditionnels qui restent actifs pourront répondre à la problématique. Hein. Typiquement, une levée de fonds qui se décale, il y a des outils qui existent depuis des années, qui s'appellent des prêts d'amorçage, typiquement, qui peuvent faire une partie du chemin. Pas dans tous les cas, mais ça fait partie des choses qui existent. Ça a toujours servi à anticiper une levée de fonds, à bridger. Donc ça c'est un dispositif qui perdure. On l'a même élargi. Typiquement, le prêt d'amorçage investissement qui devait succéder à une levée de fonds, on a supprimé cette condition de succession à la levée de fonds, donc qui peut être fait à peu près n'importe quand. Il y a toujours des critères de fonds propres, effectivement, d'autres critères d'évaluation. De manière générale, il n'y a pas d'automatisme dans nos produits, de toute façon. Certes, on est éligible ou non. Alors, il y a certaines questions, j'ai vu, il y a déjà questions de fonds propres négatifs. Effectivement, pour nous, c'est rédhibitoire. On verra comment on peut y répondre. Mais ce n'est pas parce qu'on est éligible que le dispositif est accordé. C'est un deuxième point. Ce sont des choses différentes.
Donc, première chose, on a essayé de décontraindre les dispositifs existants, type prêt d'amorçage d'investissement, dont on pourra parler, qui eux sont des prêts de trésorerie, ils ne sont pas liés à un projet. Donc, ils ne viennent pas financer un développement technique ou un projet ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la trésorerie pour votre BFR, si on peut dire, dans l'attente de la levée de fonds, du tour de table. Donc, dispositifs existants, de même que les aides existantes, pré-innovation R&D, avance récupérable, ou tous les dispositifs de subvention déclinés dans les régions avec plein de marques différentes que vous connaissez sûrement, Bourse French Tech, Bourse Émergence, etc. Alors, par ailleurs, les dispositifs se sont élargis avec pas mal de nouveautés liées à la crise pour vous aider à mieux traverser cette phase. Typiquement des prêts de trésorerie, puisque la problématique numéro 1, elle est là, elle est sur la trésorerie. Là, on se repose en grande partie sur les banques. Il y a un dispositif dont vous avez probablement entendu parler qui s'appelle le PGE, prêt garanti par l'État, qui est un prêt de trésorerie qui est relativement contraint, mais que les banques ont une obligation morale de regarder. Ça ne veut pas dire de faire, mais elles doivent regarder. Donc, c'est un prêt de trésorerie qui est adossé à 2 critères. Soit l'activité quand il y en a, 25% du chiffre d'affaires des années précédentes, soit la masse salariale dans le cas d'une start-up qui n'a pas d'activité. Donc 2 fois la masse salariale. Ceci étant, encore une fois, la banque n'a pas d'obligation de faire, mais elle doit regarder et elle est couverte à 90% par l'État. Donc la part de risque net de la banque n'est que de 10% finalement du financement qui vous est accordé. Et c'est un financement très souple, prévu sur 12 mois. Et à l'issue des 12 mois, vous décidez si vous souhaitez le transformer en prêt moyen terme ou si vous le remboursez, typiquement parce que vous avez levé des fonds. Ça, c'est côté bancaire. On est bien conscient que ça ne va pas répondre à toutes les demandes. Donc, on a en cours de montage en interne un dispositif similaire qui n'est pas encore opérationnel dans nos outils, mais ça ne va pas tarder, qui va s'appeler le PSI, Prêt de soutien à l'innovation, qui fonctionne exactement selon les mêmes conditions. Donc, 2 fois la masse salariale, parce que là, on parle de startups qui n'ont pas d'activité généralement. Alors, lui aussi n'est pas automatique, mais par contre, on essaie d'être le plus bienveillant possible. Voilà. Et là aussi, ce dispositif, il a pour but, finalement, c'est de la trésor pour que vous puissiez bridger jusqu'à ce que la tempête passe et que vous puissiez, que les VC reprennent le stylo, si on peut dire. Donc, ce dispositif vient idéalement compléter finalement nos dispositifs de prêt d'amorçage d'investissement, etc. On va avoir, on écrit l'histoire en marchant. On n'a pas encore de recul sur les montants qu'on va pouvoir attribuer. Typiquement, les petites startups qui n'ont pas d'activité et une masse salariale inexistante, on va être embêté sur ce type de dispositif. Mais en contrepartie, finalement, elles ont moins de cash burn. Donc, le prêt de trésorerie, on suppose qu'il va répondre à une grosse partie de la demande. À côté de ça, d'autres mesures qui sont amenées, dont on espère vont détendre la trésorerie. Tous les projets d'innovation nationaux qui dépendent du PIA3 vont voir leur versement accéléré, notamment la deuxième tranche. Souvent, il y a deux deuxièmes tranches qui sont liées à la réalisation d'un programme qui vont être anticipées. Donc, ce sont les concours Innov, typiquement, le concours mondial d'innovation. Donc, le remboursement accéléré du CIR, ça, je pense que ça, c'est pas nous, hein, c'est une mesure de l'État. Et enfin, donc, cette problématique qui reste, qui est d'après nous la plus importante, celle du bridge entre 2 levées de fonds. Donc, les prêts de trésorerie vont y répondre. Et un autre dispositif dont pourra mieux parler Edouard, qui est Emmanuel, qui est le French Tech Bridge. Donc, Emmanuel, je te laisse la main. Merci. Donc, le French Tech Bridge, c'est essentiellement entre 2 levées et pour accompagner vos actionnaires historiques ou nouveaux et uniquement sur des levées. J'ai vu tout à l'heure passer une question sur la possibilité de faire un prêt. C'est pas possible. Donc voilà, essentiellement des bridges entre 2 levées de fonds. Vous avez une levée de fonds qui vient de capoter à cause de la crise. On peut venir doubler la levée de vos actionnaires historiques. C'est assez traditionnel dans les métiers du private equity. Peut-être un petit peu moins en deep tech parce que d'habitude,
vous êtes plutôt sur des levées successives qui viennent avec des milestones et plutôt réussis à chaque fois. Donc là, on vient mettre un peu d'huile dans les rouages. Donc pour l'instant, j'ai pas de détails précis, mais ça, on pourra vous communiquer pour chacun. Ça sera des situations particulières à chaque fois, hein, donc ça, on sera à votre disposition pour échanger. Voilà, et donc le point de contact des entrepreneurs, c'est bien leur chargé d'affaires. Donc, ça doit rester votre contact de proximité pour avoir des détails par rapport à ce qui est votre situation particulière. Donc, ce que je propose là, c'est qu'on passe aux questions, qu'on démarre les questions. Alors, je vais démarrer d'en haut. Hein. Alors, si on est déjà bénéficiaire d'un FTS, est-ce que le bridge reste accessible? Non, le bridge n'est pas accessible pour toutes nos participations pour toutes nos participations de BPI France. Le bridge n'est pas accessible, mais tous les fonds de BPI France peuvent regarder un bridge. Vous n'êtes pas obligé de passer par French Tech Bridge pour avoir un bridge. On en a parlé tout à l'heure rapidement. Et j'ai vu une question passer sur la profession, sur les fonds d'investissement. Chez BPI France, on continue à faire notre métier. Et si vous êtes une participation French Tech Seed, si vous avez besoin d'un bridge, on l'étudiera. Alors, les aides sont-elles liées à des conditions de capitaux propres? C'est tout le débat sur les capitaux propres, sur les fonds propres négatifs. Tu veux commencer, Florent, ou je prends, comme tu veux? Oui, je commence. Okay. Donc, oui, les capitaux propres sont un élément d'analyse indiscutable. Ce n'est pas le seul du tout. Encore une fois, il n'y a pas d'automatisme. Donc, là où on a un problème, en fait, une difficulté, si les fonds propres sont négatifs, on ne peut pas intervenir. On peut pas intervenir. C'est nécessairement une contrainte légale. Il y en a pas. On pensait que sur certains dispositifs de crise, cette contrainte pourrait sauter. C'est pas le cas. Donc là, on peut pas intervenir. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Enfin, qu'il ne peut pas vous aider. On peut pas verser une aide. En revanche, là où on peut essayer de vous aider, c'est que, enfin, finalement, de manière générale, en ce moment, pour venir nous voir, il faut venir armé. Venir armé, je veux dire qu'il faut venir avec un plan de trésorerie, avec un plan d'attaque pour traverser la crise. Il faut, comme vous pouvez l'imaginer, on est largement submergé, c'est normal. Donc, venez nous voir avec en ordre de bataille, c'est-à-dire on a préparé votre plan de trésorerie et un peu votre vision pour traverser cette phase. Traverser cette phase, en général, ça veut dire 4 choses. Ça veut dire d'une part avoir mobilisé les dispositifs d'État qui ont été présentés par Emmanuel un peu plus tôt, le chômage partiel, les avances de trésorerie du crédit impôt recherche, etc. Ça veut dire mobiliser vos actionnaires. Ça veut dire mobiliser votre banque. Et quand tout ça est fait, eh ben, on est beaucoup plus à l'aise pour intervenir. BPI France n'a jamais eu pour vocation de se substituer à un effort privé, et c'est toujours pas le cas pendant cette crise. Lors de cette crise. On ne pourra pas tout faire tout seul, c'est absolument impossible. Donc clairement, si vos actionnaires ne jouent pas le jeu, si vos banquiers ne jouent pas le jeu, et si vous-même n'avez pas fait le travail de mobiliser d'activer les différents leviers qui sont à votre disposition, ça va être compliqué pour nous. Alors, dans le cas spécifique des startups deep tech, on suppose effectivement que le côté bancaire, ça va être plus compliqué. En revanche, côté actionnaire, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fait. Sans ça, pour nous, on va être mal à l'aise. On va être mal à l'aise parce qu'on peut pas, on n'a pas pour vocation à porter seul l'entièreté du risque. Donc, encore une fois, venez préparer avec un plan de bataille. Un plan de bataille sur quelles sont les options que vous mobilisez, qui nous permettent aussi à nous, je vois beaucoup de questions qui sont sur les montants. Ben, le montant, il ne sort pas du chapeau, en fait. Il faut qu'on ait une vision de ce qui vous permet de traverser 6 mois, un an de crise. Et ça se travaille. Ça se travaille, et vous allez calculer votre cash burn incompressible, etc. Et s'il faut 1 million d'euros pour passer l'année, eh ben, peut-être qu'on sera à l'aise pour en mettre 400 ou 500 000 euros si vos investisseurs font un effort équivalent. Donc, c'est un peu comme ça que les montants vont être déterminés. C'est pas, on peut pas faire tout. Honnêtement, on n'aura pas les moyens, de toute façon, ni humains, ni financièrement, pour supporter l'ensemble des besoins. Donc, il faut qu'on se partage ce travail. Alors, maintenant, pour revenir au cas spécifique des fonds propres négatifs,
En l'état, une entreprise qui a des fonds propres négatifs, on ne peut rien faire. En revanche, on essaie d'être le plus accommodant possible. Ce qui veut dire qu'on peut, par exemple, vous émettre des accords de financement qui vont être conditionnés à un apport en fonds propres qui viendrait reconstituer vos fonds propres. Là, l'idée, c'est qu'avec un courrier signé de notre part, vous soyez plus à l'aise pour convaincre vos investisseurs, typiquement. Donc, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. La contrainte des fonds propres, sinon, on reste entière. L'interdiction d'intervenir n'est pas levée du fait de la crise. Ok, merci, merci Florent. Les aides AFI en cours d'instruction, report, annulation. Là, on parle de subventions, c'est ça? Je n'ai pas la question sur... Pour toutes les aides qui sont instruites dans le réseau, parce qu'il y a plusieurs questions sur le sujet, que ce soit Bourse French Tech, Bourse French Tech Émergence, autres subventions, AFI, autres programmes, à l'heure actuelle, puisqu'il y a deux questions. Pour les instructions, elles continuent à être menées à bien avec les chargés d'affaires, donc il peut y avoir parfois un petit délai complémentaire au vu du volume de sollicitations actuelles, mais c'est quelque chose de tout à fait gérable dans le réseau. Par contre, en termes pour les aides déjà accordées, il faut distinguer plusieurs choses. Toutes les aides qui sont tranchées en au moins 3 tranches, donc avec des tranches intermédiaires ou des premières tranches qui ont des conditions associées de levée de fonds ou de certaines réalisations, parfois peuvent être accélérées, mais c'est à discuter avec votre chargé d'affaires pour voir ce qui est possible de faire, parce qu'il ne s'agit pas de débloquer, comme l'a dit Florent, des subventions immédiates si on n'a pas de la visibilité sur au moins 6 mois à côté. Mais par contre, pour des tranches intermédiaires, on peut alléger certaines conditions. Par contre, pour ce qui est les tranches de fin de programme, puisque les questions étaient mentionnées, là, on ne peut pas mobiliser des tranches de fin de programme en anticipé parce qu'en fait, au niveau légal, il est imposé au niveau européen qu'en fait, il y ait suffisamment de dépenses à côté pour justifier que l'aide ne représente pas plus d'un certain pourcentage du programme. Et en fait, si on fait des versements de fin de programme anticipés, on se met en porte-à-faux par rapport à l'Europe et ce qui pourrait occasionner des problèmes par la suite, notamment des demandes de remboursement de trop perçus de votre part. Donc, en fait, on essaie de faire au mieux par rapport au cadre européen existant, d'assouplir certains versements, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment avec les tranches de fin de programme. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le sujet, donc ça permettra d'y répondre. Ouais. Merci. On revient sur les prêts garantis par l'État. Par rapport au maximum, donc on a bien compris qu'il fallait venir avec un plan de trésorerie, que c'était ça qui allait dimensionner le montant. Mais par rapport au plafond maximum, le calcul des 2 ans de masse salariale, il y a plusieurs questions sur le sujet. Les startups d'e-tech étant des startups, surtout au démarrage, qui voient évoluer leur masse salariale de façon assez rapide. Comment on les calcule pour une boîte qui vient d'être créée? Typiquement, pour une boîte qui vient d'être créée, on ne les calcule pas, donc on va utiliser un autre dispositif. En fait, là, on parle de détails, c'est un peu notre tambouille interne quelque part. Nous, on va essayer de voir quel est le dispositif qu'on peut mobiliser pour vous. Finalement, les différences de votre point de vue seront vraiment cosmétiques. Alors, des fois, il y aura des histoires de taux qui va être à 1% ou 2% ou 0%, mais enfin, ça ne va pas changer grand-chose. Typiquement, une startup qui vient d'être créée, qui a été créée dans les 12 mois, qui ne peut pas faire état de masse salariale, on ne peut peut-être pas faire un PGE, typiquement, ou un PSI, mais par contre, on pourra éventuellement regarder pour un prêt d'amorçage ou un prêt innovation R&D qu'on va flécher sur un projet ou sur du renforcement de trésorerie. Donc, à la limite, c'est le message moi, que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous posez pas la question du produit. Enfin, peu importe. Venez avec votre plan de trésorerie, ça c'est vraiment fondamental. Il faut qu'on arrive à dimensionner votre besoin, à le comprendre, et puis à voir comment on compte traverser la crise. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais au moins il faut que l'exercice soit réalisé. Et nous, on est plus à l'aise aussi pour prendre des décisions et accorder des financements qui sont en nature excessivement risqués. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut nous donner des billes, des arguments, si on peut dire. Mais par contre, voilà, je pense que ce n'est pas la peine que vous cherchiez à voir vous-même quel dispositif va vous faire du bien, si on peut dire. Quand on va voir le médecin, on n'y va pas en disant j'ai ça, on ne sait pas. Donc là, c'est des détails cosmétiques généralement, ça ne va pas changer grand-chose. Et nous, on va, honnêtement, enfin, je vois nos gars sont vraiment bienveillants, donc ils vont voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Et peut-être que ce sera un prêt innovation, peut-être un prêt d'amorçage, peut-être un PSI, peut-être une subvention, enfin, j'en sais rien. Il y a plus de 50 produits. Moi, Pascal, si je peux apporter deux pressions par rapport
aux éléments qui pop-up en question en ce moment. Pour ce qui est effectivement de la masse salariale, les entreprises qui n'ont pas de bilan, on peut dans certains cas s'appuyer sur de la masse salariale prévisionnelle. Donc les jeunes entreprises, il peut y avoir des choses qui sont actionnables. Mais par contre, je reprends totalement le point qu'a dit Florent. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas aller voir BPI France en disant « j'ai entendu que je suis éligible à ça, que pouvez-vous faire ?» Le premier truc et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas à quel dispositif je suis éligible, c'est quoi l'impact de ma crise, c'est quoi le chiffrage que je peux en faire, c'est quoi l'impact sur mon plan de trésorerie et mon activité, et aller voir avec ça. Et parfois, on voit une démarche un peu à l'envers qui est faite en disant bah, la crise m'impacte, je peux avoir potentiellement 500 000 via le produit 1, produit 2, produit 3, est-ce que vous pouvez me les faire? Et du coup, il y a des réponses parfois déceptives en face, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas forcément la démarche la plus pertinente quand vous allez voir que ce soit BPI France ou votre banquier. C'est avant tout la démarche, c'est quoi l'impact en termes de trésorerie, et après on essaie de trouver une solution avec vos investisseurs et vos banquiers. Mais avant tout, il faut d'abord faire une démarche interne là-dessus. Et à côté de ça, j'ai vu la question sur entreprise en difficulté. Alors, je vois une question, je complète, je réponds tout de suite, c'est le plan de trésorerie post-crise, pas anté-crise. Parfois, il y a un chiffrage du delta qui peut être intéressant, mais c'est le plan de trésorerie actualisé. Et pour le critère d'entreprise ED qu'a évoqué Florent, on a parlé de fonds propres négatifs. Si l'entreprise est en difficulté, mais avec des fonds propres positifs, il y a différentes choses qu'on peut dans certains cas faire, notamment ce qu'on appelle l'apuration des pertes, avec différentes méthodes, mais à nouveau, allez voir votre chargé d'affaires BPI France et il en discutera avec vous. Passez par notre portail BPI France en ligne pour être mis en relation avec un si vous ne l'avez pas et on vous expliquera tout ça de manière détaillée et on verra ce qu'on pourra faire à ce niveau-là. Voilà, juste pour les compléments que je voulais apporter. Et sachant, je voulais juste faire une remarque sur le PGE. Pour ce qui est des banques, il faut savoir qu'effectivement, le PGE a été mis en place assez rapidement puisque les banques ont essayé de le faire rapidement. Maintenant, vous savez qu'entre ce qui est annoncé au niveau national à fin mars et le temps que ça redescende dans l'ensemble des réseaux bancaires et que tous les conseillers des réseaux soient formés, il peut y avoir un petit temps d'action. Parfois, les banquiers n'ont pas des informations, mais qu'ils ont au jour le jour. Il y a encore eu des informations mardi, mercredi cette semaine qui sont descendues dans les réseaux. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, mais n'hésitez pas à les relancer si jamais vous n'avez pas des réponses encore positives à ce niveau-là. Alors, il y a une question par rapport au prêt, là, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que le prêt aurait été refusé par un chargé d'affaires ou qu'il y ait eu une demande de caution. Ce sont des prêts garantis par l'État, donc il n'y a pas de demande de caution personnelle auprès des entrepreneurs. Oui, tous les prêts là dont on parle sont dits des prêts sans garantie, donc c'est sans caution personnelle auprès des entrepreneurs, effectivement. Et pareil pour le PGE du côté des banques. Sur le French Tech Bridge, tu en as dit un mot, Emmanuel, et est-ce qu'on a un délai est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va être déployé? Alors, on espère, j'ai répondu à une question tout à l'heure là sur le chat, on espère début de semaine prochaine. Vous pouvez commencer à constituer vos dossiers en vous rapprochant de votre chargé d'affaires, même s'il n'a pas beaucoup d'informations. Sensiblement, c'est à peu près les mêmes éléments qu'on va vous demander que sur les autres dispositifs. C'est comment vous allez, enfin, qu'est-ce qui vous a impacté et comment vous allez pouvoir avoir la capacité de remboursement post-crise. Le French Tech Bridge, j'en ai dit un mot rapidement tout à l'heure. J'ai un petit peu d'informations à partager. Ça sera des montants compris entre 100 000 et 5 millions d'euros. On vient évidemment doubler au maximum le bridge de vos actionnaires. J'ai vu tout à l'heure passer la difficulté d'actionnaires qui n'ont pas la possibilité de remettre. Ouais, on n'a pas de solution miracle. Essayons quand même de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est un bridge de 18 mois. En dessous de 500 000 euros, on devrait être à peu près dans les mêmes conditions que French Tech Seed, c'est-à-dire qu'on vous laisse la main pour nous rembourser par anticipation quand vous voulez. Et au bout de 18 mois, sur ce dispositif, on souhaite que vous nous remboursiez. On pourra après étudier au cas par cas les éventuels étalements, mais préférablement, on voudrait être remboursé.
En fait, tout simplement pour pouvoir consacrer les fonds qui sont là, mis à disposition des startups pendant la crise, et ben les remettre à disposition du dispositif French Tech Seed pour qu'ils se remettent en ordre de marche standard. Et il fonctionne toujours, évidemment, pendant French Tech Bridge. Ok, merci. Alors, effectivement, il y a quelques questions sur le fait que c'est compliqué, que ça va être complexe de mobiliser les actionnaires historiques. Bon, là, on peut être aux côtés des entrepreneurs de façon à aller aussi dialoguer avec les actionnaires historiques, j'imagine. Alors, le mieux quand même sur les actionnaires historiques, c'est vos actionnaires, ils vous connaissent, vous les connaissez. S'ils ne sont pas là dans les cas de crise, je ne sais pas si c'est enfin, c'est pas de bon augure en tout cas. Enfin, j'ai vu passer une question aussi sur la politique d'investissement de BPI-France. Là, nous, on est au quotidien auprès de toutes nos participations. On continue à investir dans toutes nos thèses d'investissement, évidemment. Et on déploie les nouveaux dispositifs justement pour venir en aide. Si les actionnaires ne peuvent pas financièrement remettre, on étudiera d'autres possibilités. Ce ne sera peut-être pas French Tech Bridge, mais en tout cas, on essaiera de trouver d'autres solutions. Emmanuel et Florent vous en ont un petit peu parlé, on pourra reparler d'autres solutions. Maintenant, si c'est à nous d'aller convaincre vos actionnaires de bridger dans vos entreprises, on va être un petit peu gêné. On préférerait que ça soit l'inverse. Sachant que, juste pour un petit complément sur les actionnaires, Florent avait aussi dit, ce qu'on peut faire dans certains cas, c'est qu'on peut dire, sous réserve que les actionnaires donc existants ou éventuellement nouveaux dans certains cas remettent tant, on est capable de débloquer tant, et parfois ça peut aider, et c'est ce qu'il a dit, à convaincre des actionnaires de remettre, puisque ça permet indirectement de dérisquer une partie de leur investissement, puisqu'ils auraient de la visibilité sur plus longtemps que s'ils mettaient seuls. Et donc, c'est pour ça que c'est important à nouveau d'avoir une logique trésorerie et cash burn parce que comme ça, vous pouvez savoir si j'ai, par exemple, 500 000 euros et que je perds 50 000 euros tous les mois en temps de crise, ça veut dire que même si la crise dure plus longtemps, bah, vous pouvez tenir autant de temps et ça peut du coup donner plus de confiance à vos partenaires qui sont investisseurs ou banquiers privés. Donc, c'est aussi important pour ça d'avoir cette logique trésorerie en temps de crise tant qu'on n'a pas de visibilité sur l'activité. Il y a à nouveau une question là sur ces histoires d'entreprises en difficulté. Donc, pour une entreprise qui est en plan de continuation, il me semble qu'elle est éligible au PGE. Florent, je ne sais pas si tu veux compléter, mais il y a deux sujets différents. Il y a la partie continuation sauvegarde et le sujet entreprise en difficulté. Quand on parle, nous, d'entreprise en difficulté, c'est au sens de la définition européenne. Donc, c'est, pour faire simple, quand les pertes accumulées dépassent la moitié du capital et des primes d'émission de la société. Et dans ce cas-là, en fait, si la somme reste même positive, la société peut toujours lever des fonds ou sinon faire une AG qui permet en fait d'incorporer les pertes au capital, c'est-à-dire concrètement, la société a 50 000 euros de capital social, si on veut rentrer un peu dans la technique, 500 000 euros de prime d'émission parce qu'elle a levé des fonds et qu'à côté, elle a 400 000 euros de pertes dans ses derniers bilans, elle est dite en difficulté, mais elle n'est pas en fonds propres négatifs puisque la somme reste positive. Elle peut incorporer ces 400 000 euros à la prime d'émission et le résultat à la fin serait qu'elle aura 50 000 euros de capital social, 100 000 euros de prime d'émission, 0 euros de pertes accumulées. Et dans ce cas, elle sort du statut en difficulté, ses fonds propres auront diminué, en tout cas son capital social et primes d'émission auront diminué, mais ça n'empêche pas du coup de réintervenir après. Et ça, c'est des manipulations d'ordre comptable qui peuvent être faites assez vite et qui permettent du coup d'être éligible au PGE et au dispositif BPI France et tout de même du coup d'être financé. Donc il y a vraiment des cas différents et ça c'est pour l'entreprise en difficulté. Donc, discutez-en avec votre cabinet d'expertise comptable par rapport à ce point-là. Et il y a besoin de savoir quelle est la part, dans certains cas, qui mérite d'être remontée ou pas. Et ça, c'est des discussions qu'on mène au quotidien avec les startups qu'on accompagne. Il n'y a rien de là-dessus, il n'y a rien de nouveau spécifique à cette crise. Et il faut aussi se souvenir que là, le statut en difficulté dont on parle, c'est les entreprises dites en difficulté au sens des dernières liasses fiscales, qui souvent à l'heure actuelle sont celles de fin 2018. Donc, on est quand même, il y a de la difficulté de trésorerie actuelle et il y a le statut en difficulté au niveau légal. Il ne faut pas forcément mélanger les deux. Mais par contre, pour ce qui est du plan de sauvegarde, là, les entreprises, là, elles sont éligibles au dispositif, à condition qu'elles ne sont pas en difficulté. OK. Validé par un tribunal, enfin validé, c'est validé par le tribunal de commerce.
Il y a plusieurs questions sur iLab. Est-ce que les aides iLab font partie des aides qui vont être versées en avance? C'est pas le cas. C'est pas le cas actuellement. Le point a été remonté, mais c'est pas le cas actuellement. On parle des aides qui sont dépendantes du PIA national. Donc, pour le moment, ça concerne le concours innovation et les derniers FUI. Donc, il y a une question là sur une levée de fonds, mais là, on est sur une première levée de fonds. Nous disposions à faire une levée de fonds en site quand le confinement est tombé. Quelles aides peut-on espérer pour démarrer malgré un faible capital? Donc là, c'est plutôt des outils classiques. Oui, clairement, l'outil classique. Donc, je sais pas, ça dépend l'investissement qui a été fait par les fondateurs et dirigeants. Mais là, typiquement, c'est généralement, on intervient au début de l'histoire en subvention ou en avance récupérable. Là, finalement, ça décale le problème, mais ça décale la levée de fonds. Mais là, on ne peut pas vraiment dire que la crise a créé un nouveau problème. Ça a décalé généralement, avant les levées en seed, les startups sont dans des phases où elles ne consomment pas tellement finalement par la force des choses parce qu'elles n'ont pas encore les moyens de consommer énormément de cash. Donc là, c'est typiquement les cas où les dispositifs classiques continuent, vraiment continuent. C'est même pas ralenti d'ailleurs, ça continue à l'identique. On va probablement avoir plus de moyens pour intervenir parce que nos financeurs, qui sont généralement par exemple les régions, etc., même nous donnent des moyens aussi pour continuer à irriguer l'économie. Oui, donc le point important à avoir en tête, c'est que les dispositifs classiques continuent de fonctionner et qu'ils peuvent répondre à un certain nombre de vos problématiques qui finalement sont plus des problématiques de retard dans des programmes de R&D pour des boîtes qui viennent juste de démarrer. Et à nouveau, pour rebondir sur le sujet de Florence, et à nouveau la question de cet entrepreneur doit se poser, c'est pas à quel dispositif je peux prétendre, c'est quoi l'impact de la crise par rapport à la trésorerie que j'ai déjà sur mon compte, combien je perds tous les mois, quelle est ma visibilité, et aller voir son chargé d'affaires BPI France et son banquier pour parler de ça. La question n'est pas est-ce que je suis éligible à un prêt d'amorçage, un pays R&D ou n'importe quoi, c'est quel est mon besoin, quelle est la visibilité dont j'ai besoin et d'aller voir avec les éléments là-dessus. Et pour ce qui est de toutes les questions, j'en ai vu plein sur les plafonds, les combinaisons, etc. On vous a mis le lien dans le slide suivant où vous pouvez chercher la FAQ coronavirus du gouvernement. Vous avez 4 pages de PDF qui répondent à peu près toutes les questions que vous vous posez et qui se lisent très facilement là-dessus. Et comme ça, vous aurez en complément de notre échange tous ces éléments-là en ligne. Puis on vous mettra aussi le lien avec nous, un site qu'a mis en place BPI France via le hub de BPI France et qui résume justement l'ensemble de ces éléments et qui facilite l'accès à tous les autres sites qui ont été mis en place, en particulier les sites gouvernementaux. Il y a une question sur les chargés d'affaires BPI France. Est-ce qu'ils sont tous formés? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'on est déployé avec l'ensemble des informations pour répondre? Je te laisse répondre, Florent, ou je prends? Donc, l'ensemble des chargés d'affaires BPI France, bien entendu, est prêt et disponible pour répondre aux sollicitations. Donc, effectivement, dans les 2 premières semaines, il y a eu beaucoup d'appels et de sollicitations externes de tous les côtés, ce qui est bien normal. Donc, il peut y avoir eu parfois un retard de réponse, mais dans tous les cas, les informations redescendent dans le réseau. Et vu qu'on est en train de déployer les fiches produits en ce moment même et d'ici la semaine prochaine, je vais dire d'ici courant de semaine prochaine, tous les chargés d'affaires innovation seront en mesure de répondre à vos questions sur ces dispositifs. Après, pour compléter ce que dit Emmanuel, on ne peut pas nier qu'il y a eu un flottement, mais c'est normal. On est en période de crise, on a sorti des nouveaux produits en quelques jours. Avec parfois des situations qui ont changé, des contre-ordres, etc. Donc, on a eu des petites périodes pas évidentes parce qu'on n'était pas prêt et on n'est toujours pas complètement prêt, mais néanmoins, ça se stabilise. En tout cas, d'ici une semaine maximum, ce sera a priori, ça devrait plus bouger. Il y a une question sur iLab, est-ce que le budget global va augmenter? La réponse est non, enfin, à ce stade, mais peut-être que le MESRI changera d'avis d'ici là, mais à ce stade, c'est pas prévu. Mais vous avez pu voir, enfin, pour ceux qui travaillent dans le secteur des biotech, qu'il y avait des appels à projets qui ont été lancés, et en particulier un gros appel à projet Covid-19 pour financer des études cliniques pour des startups qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, des outils de financement peuvent se mettre en place là, dans la période de crise pour traiter des sujets particuliers où il y a des besoins et des attentes vis-à-vis de start-up sur des services spécifiques.
J'ai plusieurs questions sur le chômage partiel. Les entreprises JEI ne pourraient pas disposer du chômage partiel. Je ne sais pas, est-ce que l'un d'entre vous sait répondre à ces questions? Alors à nouveau, là, n'étant pas expert du tout du sujet, je vous renverrai au lien qu'on vous mettra où vous avez également une partie sur l'ensemble des mesures du gouvernement, dont le chômage partiel, et qui devra donner qui donnera l'interlocuteur à contacter et donnera des réponses aux questions principales. Mais là-dessus, ne voulant pas dire d'erreur là-dessus, je préférais vous renvoyer au lien qu'on vous donnera dans la présentation. Alors, ça me paraît très, très étonnant qu'il y ait une exclusion pour les JEI. Ouais. Il n'y a pas de raison, enfin, c'est très curieux. Alors, il y a une question sur le fait que est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu un refus sur un prêt précédemment que BPI France va à nouveau refuser de traiter un dossier dans le cadre d'un besoin de trésorerie? Alors, non, enfin, tous les cas sont différents. D'ailleurs, généralement, nos refus sont rarement fermes et définitifs. C'est un refus dans une situation parce que, je sais pas, parce que pas assez de traction commerciale, parce que le projet d'innovation n'est pas assez convaincant, parce que l'équipe n'est pas complète, parce que pas de fonds propres, parce que pas de trésor, je sais pas. Enfin, il y a 1000 raisons de faire un refus, mais c'est rarement un refus dans l'absolu. Donc, je vois pas pourquoi on peut revenir mieux armé, si on peut dire, et il n'y a pas de problème pour relancer le sujet. Alors, sur le French Tech Bridge, est-ce que le 1 pour 1 peut se faire avec un prêt bancaire et non pas avec une levée de fonds? Non, je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas possible. Par contre, si vous avez un prêt bancaire à côté, ça ne veut pas dire, parce qu'il faut distinguer, il y a le bridge au sens investisseur, où on a un outil dédié, mais qui ne répondra pas de manière systémique à tous les cas, puisque les fonds sont limités. Mais par contre, si vous avez un prêt bancaire, rien ne vous empêche de faire un bridge bancaire. Florent avait mentionné le prêt d'amorçage, on a l'habitude d'en faire, des bridges bancaires avant une levée de fonds, notamment pour les sociétés en phase d'amorçage. Et du coup, venez voir, si vous avez un prêt bancaire, vous pourrez peut-être obtenir un autre prêt bancaire à côté, que ce soit d'une autre banque ou de BPI France, qui vous aidera à tenir jusqu'à la levée de fonds. Il faut bien distinguer les deux cas qui peuvent se cumuler ou non. La question du prêt bancaire, elle est intéressante pour nous parce que clairement, on ne veut pas être seul. On ne veut pas être seul à supporter tout le risque lié à cette crise. Donc, il faut que ce risque soit partagé avec la banque et ou les investisseurs. Alors, on parle des autres banques. Il y a une question sur le fait qu'il y a un certain nombre de banques qui ne jouent pas le jeu. C'est quelque chose auquel nous, on est très sensible. Nicolas Dufour est très mobilisé sur le sujet. Donc, si vous avez des éléments sur des banques qui ne jouent pas le jeu, des agences qui ne jouent pas le jeu, n'hésitez pas à le faire remonter. Il y a des échanges au niveau des directions générales des banques régulières, de façon à s'assurer que toutes les agences, parce que c'est souvent des logiques d'agence ou de chargés d'affaires, que l'information circule. Là-dessus, Pascal a totalement raison. Il faut comprendre que les réseaux bancaires privés, le nôtre aussi, mais privés encore plus, sont parfois extrêmement décentralisés et que, comme on vous l'a dit précédemment, en fait, le temps que l'information descende depuis fin mars avec un nouveau produit, une nouvelle politique de risque et des nouveaux process, il faut le temps de former les dizaines de milliers de chargés d'affaires professionnels qui suivent les sociétés et que parfois, d'une agence à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, ça, il faut le faire remonter et il faut que tout le monde joue le jeu, effectivement, dans cette période exceptionnelle. Le PSI, quand est-ce qu'il est prévu? On en a parlé rapidement. Est-ce que là aussi, on a des éléments de délai? Quand est-ce qu'on est susceptible de commencer à le déployer? Nous, on devrait être susceptible de le déployer courant de semaine prochaine. Le taux d'endettement autorisé est-il revu à la hausse dans le cadre des nouveaux prêts? Florent, tu veux prendre ou je prends? J'ai pas le taux de quoi, pardon? Le taux d'endettement pour la start-up. Je pense que c'est plutôt ratio fonds. Oui, clairement. Oui, parce que typiquement, dans le cas du PSI ou du PGE, l'idée, c'est qu'a priori, on soit remboursé par une levée de fonds. Donc, on est obligé de le considérer différemment d'une dette classique qui va être amortie sur l'exploitation. D'autant plus quand on parle à des startups deep tech sur lesquelles les perspectives d'exploitation sont incertaines par définition. Alors, est-ce que le PGE s'adresse aussi à des startups qui vont avoir des problèmes de trésorerie, mais
plus de moyen terme pour lequel ce n'est pas un enjeu à court terme, à 15 jours, 3 semaines? Voilà, il y a une question là-dessus, 2 questions là-dessus. Alors, le PGE va être déployé toute l'année, a priori par les banques, c'est ce qui est prévu au niveau de l'État. Après, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le meilleur dispositif pour faire face à ces hypothétiques difficultés de trésorerie dans 1 an. Voilà. Là, nous, ce qu'on leur demande, c'est en fait, nous, on est contraint de prioriser un peu les demandes entre les boîtes qui ont plus de trésor dans 1 mois, parce qu'il y en a, hein, il y a des secteurs d'activité qui sont quand même très, très, très touchés, et celles qui peuvent tenir 6 mois et celles qui tiennent 1 an. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pour celles qui tiennent 1 an, mais on doit faire, comment dire, prioriser les choses. Alors, une levée en BSAR qui déclenche la conversion, enfin une levée en BSAR compte-t-elle comme une première levée de fonds pour BPI France et le French Tech Bridge? Alors, ça dépend, la levée, enfin, ça dépend quand ont été levés les BSAR et quand la conversion a eu lieu. Là, je ne peux pas répondre comme ça. Ok, donc c'est à voir de façon plus précise. Et enfin, moi, vous pouvez me contacter. Par contre, ça peut nous aider pour notre dispositif. Pour la BFTE, est-ce qu'il y aura une accélération pour le versement du reste de l'aide? Alors, si on parle de solde, ça c'est la question à laquelle j'avais répondu précédemment, pas pour le solde, mais a priori, il n'y a pas de tranche intermédiaire. Donc, dans certains cas, il y a première tranche. S'il y a des conditions, vous pouvez discuter éventuellement de l'assouplissement de certaines conditions. Mais si on parle de solde, non. Quelques mots sur les prêts à taux et rebonds. J'ai une question concernant ces prêts. Vous ne parlez pas des prêts à taux et rebonds. Peut-on en savoir plus sur ces dispositifs? Du coup, je commence, Florent, et tu prends, pour que le rebond, vous ne l'avez pas encore en Ile-de-France. Du coup, je tiens à faire un préambule par rapport à d'autres questions, parce qu'évidemment, on dit qu'il n'y a pas de dispositif dédié. En fait, on a créé des dispositifs dédiés qui sont de 4 ordres. Alors, 2 qui touchent toutes les entreprises et 2 spécifiques à l'innovation, qui sont les prêts à tout, les prêts rebonds, les prêts de soutien à l'innovation et les OC French Tech Bridge. On volontairement vous donne pas trop de détails sur tous ces produits parce que, comme Florent l'a dit, c'est plutôt une sorte de cuisine interne dans certains cas et qu'on veut pas que vous ayez une logique où vous pensez ça je suis éligible, ça je suis éligible, celui-ci je le suis pas, parce que avant tout c'est pas forcément la bonne démarche en ce temps de crise et que du coup vaut mieux que vous alliez voir des personnes avec vos besoins et on vous donnera la réponse la plus adaptée puisque des dispositifs étant évolutifs et que derrière, il y a aussi une politique de risque et une gestion des budgets, ça ne vous donnera pas forcément les bonnes informations, en tout cas les plus pertinentes. Premier point, mais des dispositifs de crise ont été créés et ils seront mobilisés pour prendre plus de risques que ce qu'on faisait avant par rapport à une situation économique que je vais qualifier de normale. Ça, c'était en préambule. Pour ce qui est des prêts à taux et rebonds qui sont disponibles pour l'ensemble des sociétés, en tout cas PME, ETI, qu'elles soient innovantes ou non, alors le prêt rebond, c'est un dispositif qui est à la base régional. Donc, en fait, toutes les régions n'en ont pas encore aujourd'hui. Dans certaines, elles existent déjà. Dans certaines, elles n'existeront pas, en tout cas. Et s'ils existent, ce sera sous des modalités différentes. Dans certaines régions, ils seront plafonnés à 300 000 euros. Dans d'autres, ce sera 100 000 euros. Il y aura des modalités différentes, donc il faut regarder par région. Mais c'est un dispositif qui permettra de prendre pas mal de risques et qui a vocation à aider massivement les PME impactées par la crise, qu'elles soient innovantes ou non. Mais à nouveau, je ne veux pas m'avancer sur des modalités parce qu'en fait, elles peuvent changer d'une région à l'autre. Donc, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on serait sur du 100 000 euros maximum et il serait le taux facial serait nul. Et du coup, l'idée est vraiment d'avoir un prêt pour aider massivement les PME. Dans d'autres régions, ça pourrait être différent. Pour ce qui est du prêt à tout, c'est un dispositif effectivement qui a été déployé par BPI France, qui a la capacité pour les PME d'aller jusqu'à 5 millions d'euros sur maximum 5 ans, dont maximum 12 mois de différé, qui est à nouveau là pour aider les PME et ETI impactés par la crise. Mais à nouveau, c'est des dispositifs qui sont assez similaires dans leur fonctionnement, qui ont en général maximum 1 an de différé et avec une durée d'amortissement entre 4 et 5 ans et qui ont des modalités un peu différentes et des budgets différents. Mais fondamentalement, le message à retenir, c'est qu'on a plusieurs outils pour vous aider et dont certains, comme le prêt de soutien à innovation, partagent un plafond avec celui des PGE. D'autres, comme le prêt à tout, n'ont pas le même plafond. Mais l'idée qu'on a, c'est qu'en fait, nous, on va utiliser les bons leviers pour vous aider selon votre besoin et le risque qu'on mesure. Et là-dessus, c'est au chargé d'affaires innovation
comment dire, d'internaliser ces contraintes et de ne pas vous faire, de vous embêter avec ça, puisqu'à nouveau, ces règles étant évolutives en lien avec l'État, il ne faut pas que vous ayez une logique produit derrière. C'est plutôt une logique besoin à financer et avec qui. Et derrière, on trouvera les bons outils pour répondre à vos questions. Mais les outils existent, ils sont là. Et hors cas de fonds propres négatifs, dans la majeure partie, dans la quasi-intégralité des situations, on peut trouver une solution. Alors, question, c'est pour les projets rapides DGA qui étaient déjà en retard. Est-ce qu'ils vont être… Voir la DGA. Alors, le rapide est géré à la Direction Générale de l'Armement avec l'appui de la DGE. Donc, il n'y a pas BPI France encore dans le dispositif. On peut pas traiter, on peut pas tout traiter. Et là, je vous encourage à vous rapprocher de la DGA. Alors, quid des filiales de start-up deep tech étrangères? Ont-elles droit aux mêmes aides que les start-up françaises? Tu veux prendre, Florent, aux filiales étrangères? Alors, globalement, le cas des entreprises filiales de structures étrangères, qu'elles soient deep tech ou non, pose question pour de multiples raisons. Tout d'abord, en fait, nous, ce qu'on s'assure, et ça c'est vrai en temps de crise comme en temps normal, c'est de la réalité de l'activité économique. C'est qu'il faut qu'en fait, l'entreprise porte des salaires, qu'il y a, si nécessité, enfin, si le cas de l'activité économique, donc des rentrées de chiffre d'affaires, si elles sont là, nous, on ne va pas financer des structures qui sont créées ici simplement pour toucher des crédits d'impôt et les retombées économiques vont dans une structure à l'étranger. BPI France n'est pas là pour ça. Nous sommes une structure d'essence publique pour l'activité d'innovation et on manie des outils publics. On n'est pas là pour financer des sociétés dont après les retombées vont dans des structures étrangères. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsqu'il y a une réalité économique derrière, que la filiale a des emplois dedans, que la propriété intellectuelle est dans la filiale et que si chiffre d'affaires il y a, qu'une partie passe par la filiale et du coup que ça paye aussi des impôts en France, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça derrière qui nous fait tous vivre, en tout cas qui vous finance tous indirectement via les dispositifs BPI France. Là, dans ces cas-là, on peut mobiliser des dispositifs, mais il n'y a pas de dispositif lié à la crise spécifique pour ces filiales-ci. Mais elles peuvent être, si les filiales sont françaises et qu'il y a des emplois en France avec des salaires payés ici, et des cotisations associées, on peut regarder des dispositifs pour ce type de filiales de même manière que pour d'autres sociétés. Une question sur le PGE. Est-ce qu'on peut activer le PGE en plusieurs tranches, hein, c'est-à-dire éventuellement venir si il y a un besoin de court terme, avoir un PGE, et si la situation se dégrade et qu'on est toujours en dessous des plafonds, pouvoir revenir une deuxième fois? Alors la réponse est oui, on peut faire plusieurs demandes de PGE à condition. Alors il y a deux choses. On peut faire une demande de PGE à plusieurs banques en une fois, et en fait vous pouvez obtenir un préaccord de plusieurs banques avant d'aller le chercher le numéro sur notre plateforme pour mettre en place ces prêts, enfin pour permettre à ces prêts de disposer de la garantie BPI France, la garantie plutôt garantie de l'État, pardon. Par contre, après ça, si besoin étant, à condition qu'il y ait une durée minimale qui, je crois, est de 1 mois à l'heure actuelle, mais ça gagnera à être précisé, vous pourrez faire une deuxième demande par la suite à condition que le plafond de 25% de chiffre d'affaires ou double la base salariale ne soit pas encore atteint là-dessus. Mais vous pouvez faire une demande en plusieurs fois à condition qu'il y ait une durée minimale entre deux. Est-ce qu'on peut cumuler un PGE et un prêt rebond? Rien ne s'y oppose a priori, voire dans certains cas, notamment pour des questions de plafond, une banque peut faire un PGE si vous avez une masse salariale encore relativement modeste ou un chiffre d'affaires modeste et que vous avez un PGE mais que le plafond de ce PGE atteint le max, vous pourrez solliciter un prêt rebond. Bien entendu, les deux dispositifs sont totalement complémentaires. Il y a une question, est-ce qu'on peut demander un chômage partiel si on a une subvention Deep Tech? Je ne pense pas qu'il y ait de lien. C'est sans effet, modulo le fait que l'ADE, enfin les subventions Deep Tech, tout comme toutes les autres aides à l'innovation, pour déclencher le versement de la tranche finale, il faut que vous puissiez justifier que vous avez réalisé les dépenses prévues. Donc si les dépenses prévues, ce sont le salaire de X ingénieurs sur X mois, du coup ça viendra forcément décaler la réalisation de ce travail si typiquement les ingénieurs ont été mis au chômage partiel. Mais c'est un effet indirect, si on peut dire. Ça ne remet pas en cause le bénéfice de l'aide accordée.
Toujours des questions là sur le versement anticipé, deuxième partie de la bourse French Tech Émergence, c'est quand les travaux sont terminés. Donc, c'est pas fait pour faire de la trésorerie. Est-ce qu'on a des études prospectives sur les conséquences économiques de la crise? On n'en a pas publié pour l'instant. Il y a des groupes de travail qui sont lancés, notamment je sais que France Stratégie réfléchit à certaines choses et d'autres instances. À l'heure actuelle, il y a des réflexions qui sont faites, mais là, BPI France n'a pas vocation à faire des études prospectives directement sur ces sujets-là, puisque les sujets sont bien plus larges que ceux qui impactent juste nos clients. Alors, est-ce que dans French Tech Bridge, les investisseurs, ça peut être un investisseur étranger? Oui, j'imagine. Alors, oui, un investisseur étranger. Après, il y a des pays non coopératifs avec lesquels les instances publiques ne travaillent pas, mais ça, c'est pour le coup public, la liste des pays avec lesquels on ne travaille pas. Mais évidemment, j'imagine bien que c'est pas l'investisseur qui a probablement investi chez vous. Et j'en profite pour répondre également à une question de Karine Rossignol qui a été posée tout à l'heure. Et le temps à prévoir pour la mise en place de l'outil Bridge Deep Tech. Alors, si c'est l'outil à proprement parler, c'est ce que j'ai dit, on devrait être opérationnel milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, en tout cas semaine prochaine. Après, si c'est l'outil chez vous, à partir de quel moment? Nous, il faut qu'on étudie le dossier. À partir du moment où on l'étudie et on commence à avoir un intérêt, il faut prévoir des délais légaux pour une convocation d'assemblée générale pour autoriser l'émission de valeurs mobilières. Donc voilà, comme je comprenais la question plus large, il y a l'outil que nous on déploie, il sera prêt courant de semaine prochaine. Et vous, une fois qu'on vous aura donné un accord, il faut les délais légaux pour la convocation d'une AG. Après, ça se négocie et tout le monde peut renoncer au délai légal de convocation de l'AG. Une question toujours sur ce sujet French Tech Bridge et en lien avec le concours Innov. Donc, c'est Nicolas Chapal, 12 hommes lauréats du concours Innov. L'aide est conditionnée à une levée de fonds de 400 000 euros. Est-ce que French Tech Bridge peut rentrer dans ces 400 000 euros qui seraient du coup 200 000 euros investisseurs, 200 000 euros bridge? Alors, une levée de fonds, ce n'est pas un bridge. Donc, ça dépend comment la clause est formulée dans certains cas. Si c'est les contrats que j'ai en tête, il y a écrit que les OC rentrent en compte dans ces apports en quasi-fonds propres. Ça dépend comment la clause est formulée. Dans certains cas, c'est de l'equity. Dans certains cas, c'est plus large. Il faut regarder le contrat. D'accord. Donc, beaucoup de questions ILAB, mais on a déjà répondu. Je l'ai coupé en même temps, pardon. Non, mais ça me va. Je liste là les questions parce qu'il y en a beaucoup à laquelle on a déjà répondu. Toujours sur les sujets des fonds propres négatifs. Donc, est-ce qu'on continue d'étudier les dossiers en equity? Quelle est la politique de BPI France en termes d'equity et d'investissement en fonds propres et d'investissement au capital? Peut-être dire un mot sur, je crois que c'est Emmanuel, tu l'as déjà évoqué. Oui, bien sûr. Notre politique d'investissement, elle change pas. Là où on était présent précédemment, on est toujours présent. On a activé pour la partie fonds de fonds, les fonds d'investissement qui investissent dans des fonds qui eux-mêmes vont aller investir dans des entreprises. On n'a rien gelé, bien au contraire, et on aide la majorité des fonds à pouvoir lever. Pour ce qui est de l'activité directe, on continue évidemment. On a annoncé quelques deals ce début de semaine et la semaine dernière. Bien sûr, on continue, on est là. Et tout à l'heure, on me demandait comment on faisait pour travailler. On fait du télétravail, on fait comme tout le monde. C'est moins facile pour faire des due diligence, mais on s'en sort. Voilà, on continue. On élargit un petit peu avec certains dispositifs.
Si vous avez un fonds d'investissement qui est actionnaire chez vous, il doit faire le job, et s'il ne le fait pas, envoyez-moi un message et je m'occuperai personnellement de le faire faire. Voilà, c'est tout. Alors, combien de temps BPI va laisser en place ces dispositifs exceptionnels? Pour l'instant, alors pour French Tech Bridge, pour l'instant, c'est convenu que ça sera en place jusqu'à la fin de l'année. Ok, pour les autres, PGE, aujourd'hui, on a une visibilité, PGE, PSI. PGE, c'est fin de l'année également. Donc, je suppose que PSI sera aligné. Il y a à nouveau des questions, je ne sais pas si c'est clair, mais il faut le redire. Je vois, il y a pas mal de questions sur les plafonds. Donc, PSI, c'est un pays comme les autres, donc c'est le même plafond. Effectivement, le plafond du PSI, comme il est adossé sur le même fonds de garantie, c'est un plafond partagé entre le PSI et les PGE. Ça veut dire que si votre masse salariale en 2019, c'était 250 000 euros et que vous n'aviez pas de chiffre d'affaires, le plafond maximal, c'est 500 000 euros. Si une banque vous fait 300 000 euros de prêt en PGE, le maximum qu'une autre banque pourrait faire en PGE ou que BPI France pourrait faire en PSI, ce sera 200 000 euros. Donc, c'est un plafond commun. Par contre, les autres dispositifs, qui soient des dispositifs de crise comme prêt rebond ou prêt à tout, ou des dispositifs BPI France historiques de prêt, eux ne partagent pas ce plafond et peuvent venir en complément. D'après moi, c'est un peu une fausse question, hein, cette histoire de maximum. Ce n'est pas parce qu'il y a un maximum que vous aurez un et que vous n'aurez pas d'avantage s'il y a plus de besoins et que ça se justifie. Oui, exactement. Bien souvent, notre impact sera maximum en cumulant différents dispositifs. Une aide à l'innovation, un prêt, etc. Enfin, il y a plein de… Encore une fois, c'est vraiment notre tambouille interne. Et on va pas… Si on prend au projet et que il faut plus que le maximum autorisé par le PGE et le PSI, eh ben, on fera plus. C'est ce qu'on disait avant. Il n'y a pas de masse. Essayez pas trop de vous contraindre par rapport au règlement, enfin, à la fiche produit, si on peut dire, qui serait trop contraignante. À nouveau, si vous n'avez parfois pas de masse salariale mais que vous voulez embaucher beaucoup et que les situations l'exigent, vous aurez peut-être plus que le plafond avec d'autres dispositifs et dans certains cas, votre plafond sera plus élevé et on vous dira mais non, le plafond c'est trop pour X ou Y raison et on n'ira que à la moitié. Ça va dépendre au cas par cas et le raisonnement de c'est combien que je pourrais avoir avec quel outil est probablement fallacieux à ce niveau-là. Alors, il y a des conditions sur les concours Innov, ILAB, donc a priori, ils sont maintenus. En tout cas, à cette date, il n'y a pas d'éléments sur les décalages. Alors, le centre d'enregistrement des impôts est fermé, ce qui empêche l'enregistrement des augmentations de capital par la CCI. Comment recapitaliser dans ces conditions ? Je ne sais pas comment on peut traiter ce type de question. J'ai aucune idée. Je pense que là, à part se renseigner en ligne ou voir s'il y a des démarches possibles, je n'ai pas entendu parler de ce problème. Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour les marchés export ? Il y a un plan export qui est en cours de déploiement en même temps, qui doit être également, qui a dû peut-être mettre à jour hier ou avant-hier. Il y a un plan pour les sociétés exportatrices qui est en cours, pour les sociétés qui avaient des contrats à l'export. Maintenant, si c'est des startups qui étaient prêtes à exporter, il faudra, regardons les dispositifs axés pour les startups. Il y a les deux, mais il faut voir, pour ça, il faut se rapprocher de nos services qui étudieront les dispositifs les plus adaptés à nouveau. Parce que les dispositifs export, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre dessus, sont plutôt axés sur les grosses PME ou ETI qui avaient des contrats importants à l'export et des gros BFR à financer à l'export pour notamment la livraison, la fabrication de machines ou autres. Donc, ils ne sont pas forcément calibrés pour des startups deep tech qui voulaient exporter. C'est pour ça que je fais la différence des deux. Mais il y a des dispositifs spécifiques à l'export qui sont en cours de déploiement. Alors, il y a des questions sur les politiques d'investissement. Est-ce qu'un fonds comme Innobio va élargir sa typologie de participation ? Je pense qu'on invitera les directeurs d'investissement des différents fonds pour parler de ces sujets-là, mais là, c'est moins l'objet. Pour le French Tech Bridge, nos investisseurs peuvent-ils investir eux aussi en OC ? Je vois qu'Emmanuel, tu as répondu, c'est oui. Alors, je continue. PSI compatible avec PGE, oui, c'est la même chose.
on a certains d'entre vous mettent des éléments, on les prendra en compte sur les banques qui ne jouent pas le jeu. Mais dans ce cas-là, faites remonter les agences qui sont concernées parce que c'est souvent très, très différencié puisque c'est des réseaux très décentralisés. Alors, le dispositif French Tech Bridge sera-t-il plus souple sur la date de création de la start-up? Oui, pardon, j'en ai pas du tout parlé, mais évidemment. French Tech Seed, c'était des startups de moins de 3 ans. French Tech Bridge, c'est des startups de moins de 8 ans. Très bien. Oui, on est plus souple. Donc, question, comment peut-on avoir cette lettre qui appuie la demande à notre investisseur d'une rallonge d'investissement que BPI complétera? Donc ça, il faut aller voir son chargé d'affaires. C'est un accord auprès de votre chargé d'affaires. C'est une demande de prêt. En fait, c'est la lettre d'accord de prêt. Ce n'est pas une lettre qu'on fait automatiquement en vous disant « Tiens, vous avez besoin de 300 000 euros ». On vous donne une lettre disant qu'on abondera. Encore une fois, il n'y a aucune logique d'automaticité à notre niveau en disant « On vous ferait tel prêt à condition que il faut venir nous voir, on étudiera votre besoin et on regardera ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, éventuellement, on mettra des conditions suspensives. Mais ça, c'est la lettre d'offre qu'on vous fera après, après étude de votre dossier. Alors, il y a la création de start-up sera fortement impactée en 2020. Allez-vous mettre en place un dispositif incitatif pour les créations à partir d'aujourd'hui? Il n'y a pas de dispositif spécifique pour les créations, sachant qu'il y a déjà beaucoup de moyens qui ont été mis en place dans le cadre du plan Deep Tech pour accompagner les créations, que ce soit en amont, sur la maturation ou au démarrage avec les BFTE, ADD, puis tous les dispositifs existants. On verra ensuite s'il y a des besoins particuliers. Est-ce qu'il y aura un changement au PSPC Covid-19? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous, il y a un appel à projet qui a été lancé il y a quelques jours sur le Covid-19. Mais je ne sais pas quelle est la question précise, en fait. Je ne la comprends pas très bien. Alors, stratégie des VC. Je ne sais pas si, Emmanuel, si tu veux en dire un mot des échanges que BPI France a avec l'ensemble des VC de la place sur le capital risque pour les mobiliser. Oui. On a fait la même chose que ce qu'on est en train de faire, mais à destination de la communauté des fonds d'investissement dans lesquels BPI France est présent. On les encourage évidemment à être auprès de leur participation, mais surtout à ne pas fermer le robinet. Et je vois là passer des messages indiquant qu'il a fallu plusieurs trimestres, 3 trimestres la fois dernière en 2008 pour revenir à des conditions de marché standard. Nous, évidemment, on encourage tous les fonds qu'on soutient à pas adopter cette attitude. On ne peut pas les contraindre. Néanmoins, on a un petit peu de poids dans l'écosystème et on les encourage vivement à ne rien stopper. Alors, PSI peut être supérieur au PGE. Donc, le PSI, c'est un PGE et le plafond, c'est bien un plafond unique. Parce que je vois, il y a encore plusieurs questions là qui datent il y a quelques minutes. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas, on n'est pas suffisamment clair. Oui, en fait, c'est un plafond commun PGE plus PSI. Dans un cas, les PGE des banques ou un PGE des banques sera plus élevé que le PSI et parfois dans d'autres cas, c'est le PSI qui sera plus élevé. Ce n'est pas une logique l'un par rapport à l'autre, c'est la somme de tous doivent être inférieure à un plafond commun. Ok, donc il y a plusieurs questions sur comment on calcule la masse salariale, mais là encore, l'idée, on le répète, c'est pas que vous fassiez le calcul de votre côté, c'est que vous veniez avec votre plan de trésorerie. Et alors, pour répondre, et je vois passer quelques questions là, sur l'entrée de French Tech Bridge au capital des entreprises. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. On ne souhaite pas rentrer au capital de vos entreprises. French Tech Bridge, c'est justement pour vous aider entre une entrée au capital précédente et là, ce qui devait se faire et qui ne se fait pas, en attendant la prochaine entrée de VC. Nous, on ne souhaite pas entrer là. Enfin, on est là pour vous permettre de survivre entre 2 levées de fonds, dont celle qui était prévue ces temps-ci vient de capoter.
J'espère que c'est plus clair du coup. Voilà, et donc, et effectivement, French Tech Bridge n'est pas accessible. Je vois que tu as mis des éléments sur les participations actuelles. Du coup, pour une boîte qui a déjà eu un French Tech Seed, eh ben, reprenez contact avec nous en nous disant, voilà, j'ai un French Tech Seed, j'ai besoin de temps et on étudiera le dossier. Enfin, on est actionnaire, mais, enfin, on est obligataire aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse notre boulot d'obligataire et on fera faire le boulot d'actionnaire aux actionnaires. Ok, je pense qu'on a répondu à pas mal des questions. Alors, visiblement, il y a le sujet du chômage partiel pour les JEI qui n'est pas clair, mais il y a eu quelques réponses qui ont été faites en ligne aussi de certains qui étaient parmi vous. Dans les liens qu'on vous mettra, on verra si on peut faciliter le lien sur des sites qui donnent des réponses à ces questions-là auprès des partenaires publics. Je vois une dernière question. Le dispositif partenariat régionaux d'innovation, à qui s'adresser? Une dernière question, je ne sais pas qui sait répondre à ça. Ce dispositif, alors il a des déclinaisons différentes selon les régions. A priori, tant qu'il est alimenté par les financeurs, il se poursuit. Il n'y a pas d'arrêt. En tout cas, en Île-de-France, il y a encore 2 ou 3 appels prévus, dont un, je crois, au mois de mai. Donc, il n'y a pas de. Après, pour la suite, c'est un autre débat, mais c'est absolument pas lié à la crise. Ça, à mon avis, toutes les chances que le dispositif se prolonge au-delà, mais c'est complètement décorrélé. Ok, merci. Donc, merci à nos intervenants. Merci du temps que vous avez pris parce qu'en ce moment, je sais à quel point vous êtes sollicités. Donc là, c'était un premier webinaire. On en mettra en place d'autres pour partager les dernières activités avec vous, pour rester aussi au fait de vos attentes et de vos besoins, et on essaiera de répondre aux questions qui se posent au fur et à mesure. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de créer une communauté digitale des startups deep tech, de façon à la fois que vous puissiez vous entraider entre vous et puis qu'on puisse partager avec vous l'ensemble des informations dont on pense qu'elles vous seront utiles. Voilà, on va vous envoyer un questionnaire à la fin, donc n'hésitez pas à répondre. Je vois que Louise est en train de partager le questionnaire. Faites-nous des retours sur ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, de façon à ce qu'on s'adapte, et puis les questions que vous voulez voir traitées pour la suite. Voilà, puis on vous met 2 sites, le site du Hub dont j'ai parlé, et puis la plateforme interactive, le site de la plateforme interactive sur les mesures mises en place par l'État. N'hésitez pas à aller y chercher les réponses aussi dont vous avez besoin. Bon courage à tous. Merci à bientôt. à tous. Bon courage. Bon courage, merci. Au revoir. Au revoir.